Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors le vent tourne pour le vaccin magique, puisqu'on a entendu, et on en a déjà parlé d'ailleurs avec Virginie Joron, de ses aveux de Pfizer sur le fait qu'aucune étude sur la transmission n'avait jamais été réalisée, mettant quand même par terre tout un pan de la politique vaccinale qui parlait de tous vacciner, tous protégés. L'abandon également progressif de la politique vaccinale dans certains pays. Par exemple, le 13 septembre, ce sont les autorités sanitaires du Danemark qui ont annoncé qu'elles ne recommandaient plus la vaccination contre le Covid à toutes les personnes âgées de moins de 50 ans. Le 30 septembre, c'est la Suède qui a suivi. L'autorité de santé suédoise a annoncé qu'elle ne recommandait plus la vaccination contre le Covid-19 pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans en bonne santé en raison du risque très faible de développer une forme grave de la maladie à cet âge. Mais malgré cela, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que dans ce mouvement de fond, malgré cela, l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, a, dans un communiqué du 19 octobre, recommandé, elle, d'inclure l'utilisation du vaccin Comirnaty de Pfizer pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans et le Spikevax, c'est le nom du vaccin de Moderna, pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Et elle propose donc cette utilisation de vaccins anti-Covid. Il s'agit quand même des premiers sérums anti-Covid-19 qui obtiennent un feu vert pour les moins de 5 ans dans l'Union européenne. Alors, très intéressant, ce mouvement paradoxal, alors que la grande majorité des pays commencent vraiment à changer de politique sur cette vaccination, eh bien, l'Agence européenne, elle, en remet une couche, sachant que Pfizer a annoncé de son côté des résultats positifs de son candidat vaccin contre la bronchiolite des nourrissons. Voilà, au même moment où la kinésithérapie respiratoire, qui avait été conseillée par les praticiens sur cette bronchiolite, est elle-même contre-indiquée par la Haute Autorité de Santé. Alors ce mouvement, eh bien, pour mieux le comprendre et l'analyser, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé du Rassemblement national, membre du groupe Identité et démocratie et membre de cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Alors on va parler de cette commission spéciale encore une fois un petit peu plus tard, mais d'abord Virginie Joron, comment vous comprenez ces annonces de l'Agence européenne des médicaments qui arrivent un peu à contretemps ? Écoutez, il faut rappeler le contexte du 19 octobre puisqu'on a eu cette communication par l'Agence européenne du médicament. Pour rappel, c'était la même semaine où nous étions en commission pour obtenir des informations de la part du PDG Bourla puisqu'il était invité à ce titre à s'exprimer autour du contrat d'achat. Et donc cette même semaine, l'EMA, pour peut-être reconnaître de la bonne utilité du service de Pfizer, a donc communiqué en ce sens de donner cette autorisation. Je rappelle que M. Bourla n'est pas venu, que c'est donc sa supposée qui est venue répondre à nos questions. Et effectivement, on le savait depuis début de l'année, je l'avais déjà indiqué, il y a eu 2 feuilles de route de la part de la Commission qui un petit peu indiquaient une stratégie de la part des États membres à mettre en place et surtout les rappeler à l'ordre. Cette stratégie était plutôt un rappel à l'ordre des États membres qui devaient inciter, c'était vraiment les mots utilisés par la Commission, inciter les États membres à mettre en place un calendrier précis de vaccination et la cible, une des cibles qui était indiquée dans ces communications, c'était les enfants. Donc déjà à l'avance au mois d'avril puis au mois de septembre, il y avait une cible très précise, c'était les enfants et aussi en dessous de 5 ans puisqu'ils avaient, on a les stats, effectivement, c'est un échec au niveau de la France, puisque même s'il y a une autorisation pour les enfants à partir de 11 ans, il y a aujourd'hui, entre les 5-9 ans, 8% des vaccinés et 2,1 au total. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un échec total de cette vaccination. Ils l'ont bien compris au niveau de la Commission, mais c'est pour cela qu'ils continuent dans cette stratégie. Et moi, ce qui m'interroge, parce que je suis retournée sur le site, puisque moi, je vais vraiment sur le site pour récupérer toutes les sources, ce qui est assez, on peut vraiment se poser des questions, et je vais le faire quand on va reprendre la commission, c'est qu'en fait, ils ont autorisé la vaccination des enfants à partir de 6 mois sur la base des 3 doses d'origine.
il est indiqué qu'en fait, les vaccins adaptés, ceux qu'on maintenant on va proposer pour cet hiver, ceux qui ont eu tout le parcours de vaccins jusqu'à présent, ils vont pouvoir bénéficier de vaccins adaptés. Or, pour cette population, pour les enfants, on va leur proposer déjà 3 doses. Il faut quand même le dire aux parents. C'est pas rien, puisque nous on le savait pas à la base quand ils ont mis en place cette stratégie. On nous avait vendu du 2 doses. Après est venue une 3e et maintenant une 4e. Donc déjà à la base, au moins c'est honnête. Ils disent que c'est 3 doses. Mais surtout, c'est les vacciner avec le vaccin d'origine qui n'est pas adapté aux nouveaux variants. Donc moi ça me pose question. Je suis pas de cette tranche de métier, mais j'aimerais bien que des scientifiques et même l'EMA nous explique pourquoi autoriser 3 doses d'un ancien des anciennes souches. Et puis ce qui est en fait intéressant, et il faut quand même conserver cette donnée, c'est que le vaccin n'est pas obligatoire. On va voir comment, au niveau de la France, ils vont inciter les pédiatres, puisqu'ils sont aussi la cible de la stratégie de la Commission. Ils l'avaient bien indiqué que c'était eux qui devaient mettre en œuvre cette stratégie. Moi, je me rappelle des propos du professeur Perromort, qui déjà en 2021 trouvait que c'était une hérésie. D'autant plus qu'aujourd'hui, même si on nous parle d'une huitième vague, on voit bien que les chiffres sont à la baisse, qu'on parle plutôt maintenant de grippe, de bronchiolite et de gastro. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut cibler plutôt que de reparler d'une vaccination 3 doses. Après, c'est toujours pareil. Il y a des populations à risque, des enfants à risque, et ça relève du domaine du médecin et aussi des parents, du choix des parents, et qu'on leur explique tout cela, que c'est 3 doses, que c'est bien des vaccins qui ne sont pas des vaccins adaptés aux nouveaux variants, pour qu'ils puissent prendre pour faire le meilleur choix pour leurs enfants. Alors, plusieurs questions à ce sujet. D'abord, il y a toujours cette question de la balance bénéfice-risque qui se pose particulièrement pour les tout-petits qui, nous le savons, ne génèrent pas, sauf justement enfants particulièrement fragiles, mais dans ce cas-là, on tombe dans les cas d'exception, mais sinon qui ne font pas de forme grave de cette maladie. Donc, à partir de là, est-il intéressant pour eux de prendre un vaccin qui, lui, peut avoir certains effets secondaires? Ça, c'est la première question, évidemment, qui normalement devrait être réglée par l'Agence européenne des médicaments, mais a-t-elle répondu à cette question? Et puis, deuxième chose, vous dites qu'il va falloir que la France donc s'empare de ce sujet et fasse elle-même finalement sa communication pour ces vaccins qui ne sont pas obligatoires. Mais on voit que la communication d'une certaine façon commence. Enfin, on peut deviner sur quel tableau ils vont jouer, puisque Pfizer annonce que ses résultats sont efficaces contre la bronchiolite. Donc on voit bien comment on va opérer un glissement entre la lutte contre le Covid et la lutte contre toutes les maladies finalement respiratoires d'hiver. Exactement, et en plus on sait bien qu'il y a un problème au niveau de la pédiatrie en France, et je me demande si c'est pas encore organisé. On tue des services, on restreint l'accès au recrutement, et après on se retrouve avec cette pénurie et qui pousse effectivement à accès des résultats sur un vaccin. Mais la question que vous avez posée en premier, elle est très intéressante, puisque moi je l'ai posée. Le bénéfice-risque, effectivement. J'ai posé cet été la question à la Commission, à Madame Kyriakides, qui est donc la commissaire qui s'occupe entre autres de la santé, et sa réponse est flagrante, vous pouvez la lire. Donc à la question du bénéfice-risque pour les enfants, elle me répond: il n'existe pas d'estimation spécifique du rapport bénéfice-risque pour les enfants et les adolescents à l'échelle de l'Union européenne. Donc voilà, on a la réponse. Donc c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est un paradoxe. D'un côté, on donne l'autorisation. Pfizer maintenant va faire sa communication. Ce sont des vendeurs, ils sont là pour vendre leurs services. Donc, elle donne l'autorisation. Vous avez Pfizer maintenant qui arrive, qui va effectivement faire du forcing avec leurs bonnes études, avec effectivement maintenant, je crois que dans leur catalogue, ils offrent le combiné bronchiolite, Covid. Ils vont nous mettre la grippe dedans, ils vont tout mettre dedans. De toute façon, c'est merveilleux. Ils sont vraiment très innovants. Et puis après, le paradoxe, c'est ça va être vraiment après au niveau national le choix des ministres de la santé. On l'a bien vu en Suède, on voit bien au Danemark, on le voit bien dans les pays de l'Est. Ça ne fonctionne pas non plus. Et puis après, ça va être du bon sens des parents qui en face d'un enfant à risque prendra la décision de le faire vacciner ou pas. Mais encore une fois, moi ce qui m'interroge, c'est effectivement le timing. Et j'ai envie d'aller plus loin. Ce qu'on vit là, en fait, c'est une stratégie au niveau de
l'Union européenne, donc on nous met en place par la Commission une stratégie vaccinale que les États membres appliquent ou pas. On l'a vu, il y a certains qui prennent la liberté de ne pas l'appliquer, et heureusement. Et puis après, vous avez au niveau mondial. Il faut savoir, et ça j'espère qu'on reviendra sur le sujet, c'est un test qu'on fait au niveau européen, qu'on veut appliquer au niveau mondial, avec un traité international de l'OMS qui est en cours de négociation. Et ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est qu'on va perdre notre souveraineté, puisqu'en fait, ce traité va être mis en place pour gérer toutes les pandémies à venir. Et pour le coup, transfert de souveraineté en matière de gestion des pandémies et aussi de manière contraignante. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de vivre. L'EMA qui suit, et c'est très important, l'EMA en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à 80%, son budget à 86% est financé par les laboratoires pharmaceutiques. Ah oui. Il y a des cas de conflit d'intérêts, notamment certains ont souligné de la part de l'Autriche que Madame Emmer-Cook était une ancienne de AstraZeneca. Et puis vous avez plein de cas, tous les ans il y en a un qui sort. Donc problème de conflit d'intérêts, problème de transparence et aussi problème du budget. 86% du budget de l'EMA est financé par les laboratoires pharmaceutiques. Oui, ça pose de vraies grandes questions. Et d'ailleurs, c'est un peu la question que je souhaitais vous poser concernant toujours la présidente de la Commission européenne qui nous dirige, elle, vers toutes ces... qui mène vraiment les grandes lignes directrices de la politique européenne, et notamment sur ces questions sanitaires, même si ça ne fait pas partie à l'origine des compétences de la Commission. Et pour le coup, juste pour vous couper, Madame von der Leyen, elle, son pilier dans la stratégie de la Commission au niveau de la pandémie, c'est la gouvernance mondiale. C'est indiqué dans sa stratégie. Et d'ailleurs, nous l'attendons, et c'est vrai que j'allais oublier, c'est très important. Comme nous n'avons pas eu l'honneur d'avoir Monsieur Bourla, nous avons conclu avec mes collègues, tous les coordinateurs du groupe de Covid, on a demandé de nouveau à entendre Monsieur Bourla. Donc nous attendons la décision de Madame von der Leyen, et en même temps, nous avons demandé à ce qu'elle aussi vienne en commission s'expliquer. Et à ce titre, elle viendra parce qu'elle devra normalement nous expliquer sa vision au niveau mondial. D'accord. Et à ce sujet, il y a également cette enquête que vous nous aviez annoncée du procureur européen, qui est quand même une grande nouveauté, contre la présidente de la Commission européenne. Alors là, c'est fondé sur des raisons budgétaires. Est-ce que vous, justement, vous suivez le dossier de presse ? Comment avance ce dossier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi, j'ai fait ce signalement de manière concrète. Comme beaucoup de citoyens. Donc apparemment, c'est dans les mains de la procureure. À ce stade, je n'ai pas de retour de la part du procureur. En revanche, au niveau de la commission, la présidente est au courant et elle a tout de suite demandé à ce que nous soyons inclus dans cette procédure pour pouvoir effectivement suivre ce dossier de plus près. D'accord. Donc ça, on continue de suivre ce dossier avec vous. Alors, je voudrais revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé du timing entre l'annonce de l'Agence européenne des médicaments vis-à-vis de ces vaccins pour les tout-petits, je le rappelle, en dessous de 5 ans, de 6 mois à 5 ans. Donc, recommandant d'inclure l'utilisation du vaccin Pfizer et Moderna pour ces enfants contre le Covid-19. Et vous l'expliquiez, au même moment se déroulait cette fameuse commission européenne sur laquelle vous avez vous-même travaillé et pendant laquelle vous avez notamment interrogé la porte-parole de Pfizer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous y voyez, en fait ? C'était quoi, une réponse pour dire on continue notre politique, ou comment comprenez-vous cette occurrence ? Ouais. En plus, il y en a une deuxième qui est intéressante, c'est-à-dire que 2 jours après, donc c'était le 12 octobre. C'était le 12 octobre. Nous avions donc cette commission où on a eu la représentante. 2 jours après, vous aviez Stella Kyriakides qui était aux États-Unis dans les bras de Monsieur Bourla, commissaire de la santé. Et juste après, donc la communication de l'EMA. Donc on se dit que vraiment la voix, les questions, toute cette, parce qu'il y a quand même une crise autour de cette gestion par la Commission, puisque maintenant il y a ce recours. On le voit bien que des États membres même se demandent à ce que les contrats soient avenantés ou soient rompus. Donc il y a quand même une crise autour de la gestion de ces achats. Et en même temps,
mépris total. On continue, quoi. On fait fi de toutes ces remarques, on fait fi de la demande de la médiatrice de nous transmettre les SMS. Donc effectivement, il y a cette volonté de continuer malgré tout et aussi de nous apporter les réponses aux questions. Donc c'est vrai que c'est un total mépris, un je m'en foutisme complet. On continue et ce que nous sommes représentants de la voix du peuple, ils s'en fichent éperdument. Oui, bien, on va voir pendant combien de temps cela peut encore durer, puisque des procédures sont cette fois-ci en cours. Merci beaucoup Virginie Joron d'être toujours sur le terrain, de nous informer et d'aller poser les questions à ses représentants, notamment la porte-parole, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Merci encore Virginie Joron. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Identité et Démocratie et membre de cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.